Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire mutualisé entre la région Aquitaine et Poitou-Charentes. Alors, je me présente, je suis Peggy Duvaux, responsable du département Relations Clients de la CEPAM des Landes. Ce webinaire aujourd'hui vous est présenté par les membres des comités régionaux Net Entreprises des régions Aquitaine et Poitou-Charentes et bien sûr animé par Didier Kuhn, responsable animation réseau du JIP-MDS. L'enjeu de cette rencontre aujourd'hui est de vous préparer au mieux au passage à la DSN dont la généralisation va s'achever en janvier 2022. Vous pouvez retrouver sur le site Net Entreprise la liste des comités régionaux, le planning des différents webinaires et surtout les replays des multiples rencontres extra qui se sont déroulées tout au long de l'année 2021. Le webinaire aujourd'hui se tiendra environ sur 1h30, 1h45 et portera sur 3 sujets. Préparer la DSN, les points d'attention, accéder à la DSN et la DSN, j'y suis. Pour animer ce webinaire aujourd'hui, nous sommes donc accompagnés de plusieurs intervenants, donc Didier et Sophie, à qui nous pouvons dire un grand merci pour la préparation organisationnelle et technique de cette rencontre. Madame Isabelle Vuillemier de l'URSSAF Aquitaine. Et bien, bonjour Isabelle. Et bien sûr, l'ensemble des collaborateurs dont la liste figure sur le diaporama qui répondra en fait à vos questions que vous pourrez donc écrire sur le chat. Nous aurons aussi aujourd'hui deux témoins pour vous faire un retour d'expérience de la DSN auprès donc de Madame Bibard de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation de Chasseneuil du Poitou et Madame Breschenmacher du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Tout au long de ce webinaire, vous allez avoir des petits sondages. Alors, les sondages, vous les voyez en haut à droite de votre écran. Et dès qu'une pastille rouge est indiquée, vous pouvez répondre aux sondages qui vous seront donc proposés. Voilà Didier, je pense avoir tout dit sur la préparation. Je te laisse la parole et je vous souhaite à tous et à tous un bon webinaire. Alors Didier, il faut que tu remettes ton micro. Voilà, comme quoi, hein, il fallait bien que ça arrive. Merci Peggy et Isabelle pour cette introduction. Très heureux de vous retrouver après les premiers webinaires pour ceux qui ont déjà assisté au webinaire et pour les nouveaux, très content de partager ce moment avec vous pour vous accompagner le plus sereinement possible vers la déclaration sociale nominative. Deux éléments supplémentaires à ce qu'on vient de vous présenter. La première, c'est que vous avez normalement en haut à droite de la présentation un petit nuage qui va vous permettre de le télécharger. Ne vous inquiétez pas si votre support, votre logiciel ne l'affiche pas. Dans le replay qui va démarrer immédiatement à la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de le faire. Et puis, comme on vous le disait, les questions-réponses seront concaténées à l'intérieur d'un document qu'on mettra à disposition sur Net Entreprise et qu'éventuellement dont on pourra retrouver le lien sur d'autres supports. Mais s'il y a des questions très précises, très particulières, voire même peut-être à défaut d'être personnelles, des questions et des réponses qui sont sensibles, on a les adresses mail, vos adresses mail, donc à ce moment-là, on peut vous répondre en direct et ne pas le faire en public, bien évidemment. Donc, je vous souhaite une bonne présentation. Je vais effectivement présenter ces éléments de support. Je vais couper ma caméra, même si c'était plus sympa d'avoir une tête qui parle plutôt que d'entendre, mais je veux vraiment préserver la bande passante pour pouvoir effectivement avoir un meilleur suivi de votre côté. Alors, la déclaration, la DSN, c'est effectivement une action qui est gérée depuis la loi qu'on appelait la loi Warsmann, qui est la loi du 22 mars 2012, qui consiste à mettre en place un système qui est « dites-le-nous une fois ». Dites-le-nous une fois, c'est ce qui impose aux organismes de protection sociale, aux administrations et à tous ceux qui sont destinataires de données que vous leur transmettez
de se mettre d'accord, de se mettre autour d'une même table de façon à échanger ces données pour que vous n'ayez plus qu'à la transmettre une seule fois. Cette démarche unique, elle va vous permettre de, bien évidemment, de recouvrer les cotisations sociales qui sont applicables aux employeurs. Ces cotisations sociales qui, elles, vont permettre de mettre en place les droits des salariés, que ce soit retraite, assurance maladie, chômage, et puis aussi le prélèvement à la source, c'est-à-dire le recouvrement de l'impôt sur le revenu. Pour vous, pour la fonction publique, dans un premier temps, les déclarations qui vont être remplacées, puisque l'idée, c'est quand même une seule déclaration pour les remplacer toutes. Les premières remplacées, c'est la DATSU. Donc, en janvier 2023, vous ne ferez pas de DATSU pour 2022. La DUX, dès janvier 2022, vous ne faites plus de DUX. Et puis, le PASS, vous ne ferez plus de passereau. Et en réalité, au niveau de la déclaration sociale nominative, tous les éléments nécessaires à son calcul seront mis en avant. La généralisation de la DSN, c'est en janvier 2022 et c'est pas quelque chose qui est soumis à votre volonté. C'est le résultat d'une loi, la loi ESSOC 2018-727 du mois d'août 2018, qui impose à tous les employeurs d'être passés à la déclaration sociale nominative le 1er janvier 2022. Alors, la DSN, c'est une photographie de la paye. C'est vraiment la photo du fin de mois. Et ce que vous pouvez voir sur ce petit diagramme, c'est qu'effectivement, le calendrier, janvier, février, mars, ne respecte pas exactement le rythme de paye que vous avez. L'émission de la paye, elle est faite avant la fin du mois, en fonction de la date à laquelle vous devez la transmettre à l'administration fiscale ou à la tutelle. C'est un peu plus tôt. Et bien évidemment, ça n'est pas le même que le calendrier de dépôt des DSN, c'est le 5 ou le 15. Et du coup, tout ce qui va se passer entre ces différents jalons va être intégré à l'une ou l'autre des DSN. Et là, vous voyez par exemple que les arrêts de travail du mois de janvier qui ont eu lieu avant l'émission de la paye seront dans la DSN émis en février. Par contre, le changement de contrat qui a eu lieu après la paye, mais avant le 31 janvier, elle va passer directement dans la DSN du mois principal de février, qui va être publiée en mars. On va revenir sur ça, mais cette frise calendaire permet d'avoir une idée un peu plus précise sur le fait que le rythme n'est pas forcément exactement le même. Ensuite, ça comprend, le flux DSN comprend toutes les informations sur la vie d'un agent dans son établissement. Celles qui sont liées à son activité. Donc nous, dans la DSN, c'est ce qu'on appelle le contrat, et vous allez voir qu'il y a certains éléments de vocabulaire qui méritent d'être explicités auparavant. Les rémunérations qui sont perçues, les primes aussi, les cotisations du coup qui sont calculées, les informations qui sont liées à un signalement d'événement, arrêt maladie ou changement ou arrêt de travail ou fin de contrat de travail, et puis tout ce qui est prélèvement à la source, puisque ça communique les taux qui sont appliqués aux agents, dont les comptes rendus métiers qui vont revenir, et ça transmet les données calculées, les paiements qui sont afférents à la DGFiP. La DSN, pour ceux qui ont fait de la compta, et qui du coup connaissent bien le plan comptable, eh bien, la DSN est structurée sur une forme quasiment identique, puisque ce sont des rubriques. Il y en a 93. Elles sont basées sur 5 grands éléments. Le premier, c'est l'entreprise. Le second, c'est l'établissement. Alors, l'entreprise, vous savez, c'est le CIRAN. L'établissement, c'est le CIRET. L'individu pour la troisième partie, et là, on l'identifie par son numéro de sécu, par le NIR ou un NTT, on va y revenir. Et puis, cette fameuse notion de contrat, avec à l'intérieur les arrêts, les fins et les suspensions. Et puis, les versements, tous les versements, rémunération, prime, base assujettie, cotisation individuelle. Vous voyez apparaître à côté des codes. Ces codes sont des adresses informatiques. On ne va pas vous demander de parler avec ce code. C'est simplement quand une anomalie ou une question va nous être posée, une anomalie va être détectée, on va vous donner ce code de façon à vous dire, voilà, l'adresse de la donnée qu'il faut faire évoluer, c'est celle-là. Et dans le logiciel, on retrouve beaucoup plus facilement. Mais vous, on va continuer à parler d'arrêt de travail, on va parler de rémunération, on va parler d'individus, et puis on va parler de SIRET. Des données de qualité, c'est la base de la réussite de la DSN.
en réalité, dès le début, on a besoin que ce qui va être transmis soit le plus juste et le plus proche de la réalité possible. Alors, c'est juste et exactement la réalité dans beaucoup de cas, mais ça peut valoir le coup, effectivement, de voir comment ces choses-là sont prises. Alors, on va s'intéresser d'abord à l'établissement. La maille déclarative dans la DSN, c'est le SIRET. On a décidé que c'était effectivement l'établissement. Donc, une DSN doit être émise pour chaque établissement et inclure tous les salariés qui y sont rattachés. Pour la première fois, vous voyez apparaître ce petit mot souligné ici. À chaque fois que vous allez avoir cette forme, c'est parce que derrière, il y a un lien hypertexte. Et ce lien hypertexte, ça vous adresse soit sur des fiches consignes, soit sur des modes d'emploi, soit sur des petits documents, donc qui vous précisent effectivement comment est-ce qu'on détermine le SIRET et quel SIRET choisir. Nous, on a quand même tendance à préconiser que l'on utilise le SIRET qui est responsable de la paye de l'agent. Donc, c'est effectivement, c'est bien évidemment dans le cas où il y a un établissement qui gère pour les autres. Et dans ces cas-là, il est nécessaire, puisque c'est la photographie de la fin de mois, la photographie de la paye, on doit refléter la responsabilité juridique et, ou l'administration, la gestion administrative, qui est la plus proche de la réalité. On essaye vraiment d'être le plus proche. Et puis, petit détail qui a son importance de toute façon, un SIRET doit être un compte cotisant actif auprès de l'URSSAF. Donc, si vous êtes dans une démarche, effectivement, qui consiste, comme on le mettait un peu plus haut, de déterminer le SIRET, vous pouvez, et d'une, avec les outils, vérifier que c'est un SIRET actif, et de deux, prendre contact avec votre URSSAF pour être sûr et certain que cette information est déjà la bonne, c'est un compte cotisant et qu'il ne faut pas le modifier. L'autre donnée qui est absolument indispensable, c'est l'identification de l'individu. Chaque individu doit être connu, identifié dans la DSN. Bon, ne serait-ce que par exemple, premier élément, le NIR, c'est la base du calcul de l'effectif. Jusque-là, on était capable de vous demander 17 notions différentes d'effectifs. Aujourd'hui, on ne vous en demande plus. C'est terminé. Chaque organisme recherche, calcule l'effectif qui l'intéresse à la période qui l'intéresse de façon à le valider. Par contre, on a besoin de l'identification des individus, donc on a besoin d'un NIR certifié. C'est lui qui garantit le bon suivi de la DSN parce que ce NIR est la certitude pour vous et pour nous qu'on parle bien de la même personne. Si par hasard, vous n'avez pas de NIR, ou la personne n'a pas de NIR, ou alors qu'on a un numéro d'identification d'attente, on a une rubrique qui est numéro technique temporaire, et là on vous remet l'adresse, S21 G00 30 020, et on a la possibilité de faire ce suivi. Pour les salariés étrangers, on vous a remis, j'emploie un salarié étranger, donc le lien hypertexte, parce qu'en réalité, on a un service en ligne, l'assurance maladie met un service en ligne qui permet de faire cette demande d'immatriculation et de transmettre les documents justificatifs de façon 100% dématérialisée. Donc on l'a mis ici parce qu'on se rend compte que ça a été alors pour tout, depuis le début de la DSN, depuis l'entrée en jeu de la DSN, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement ce problème qui se posait, donc on vous le met à disposition. De la même façon, pour l'identification de l'individu, beaucoup de questions nous sont posées. Comment est-ce que je dois déclarer un service civique? Comment est-ce que je dois déclarer un stagiaire, un travailleur handicapé en ESAT? Comment je dois déclarer un élu et un apprenti? On vous a mis les liens hypertextes parce que la grande majorité d'entre vous ne rencontrent pas ces cas-là. Donc, ce n'est pas la peine de passer énormément de temps et de faire croire qu'éventuellement, il y a une notion de stress. Il n'y en a pas. Il y a des fiches consignes pour chaque cas particulier, et c'est les cas particuliers qui sont cités. Vous avez les fiches consignes qui sont au bout, vous avez les réponses, comment déclarer, comment paramétrer pour un individu. Et puis, quand une donnée identifiante change, eh bien, c'est impératif d'en déclarer le changement. La nouvelle valeur, elle va être déclarée dans le bloc qui est modifié. Par contre, l'ancienne valeur, elle, on va la mettre dans un bloc changement qui est associé. On va voir un peu plus loin comment fonctionnent ces changements et ces corrections. Alors, on vous propose, vous allez voir, je vous le montre tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude, vous avez dans la page qui suit, à nouveau, l'ensemble des liens hypertextes. Ça, c'est le cercle vertueux pour vous aider à mettre en place la déclaration sociale nominative. La première, je vous en parlais dès le début, c'est de déterminer les SIRET
qui seront déclarés. On vous propose, on vous invite à utiliser celui qui est responsable de la paye. S'il y a un seul SIRET, bah, tant mieux, c'est celui-là que vous allez prendre. On vous propose de le contrôler à l'aide d'un outil et du coup de vérifier que les lieux de travail et les SIRET sont correctement connus et identifiés à l'intérieur de la déclaration sociale nominative. On vous propose de vérifier le NIR de vos individus. Et là, on a plutôt quand même tendance à vous inviter à, dès ce moment-là, à informer les salariés. Vous devez informer les salariés, de toute façon, les agents, et vous avez un petit lien qui est actif. Derrière, vous devez informer les salariés que les éléments de paye vont être dématérialisés et passer par la déclaration sociale nominative. C'est peut-être le moment de vérifier justement que ce que vous avez dans le logiciel de paye ou dans les outils de gestion des ressources humaines est parfaitement à jour. Parce que beaucoup d'éléments que vous utilisez tous les jours dans la bonne gestion des ressources humaines de votre collectivité ou de votre établissement public ou le bon suivi des agents ou des personnes qui travaillent avec vous, c'est peut-être l'occasion de le mettre à jour et du coup d'avoir un fichier le plus proche possible à ce moment-là de la réalité. Quand vous avez identifié le SIRET, vérifié qu'il est bien un compte cotisant, qu'il est bien actif, que les NIR de vos agents sont corrects, vous allez pouvoir émettre un premier fichier DSN que vous allez proposer au contrôle DSN-Val et au contrôle DSN-FPOC, qui sont des petits outils dont les liens sont à nouveau actifs derrière, de façon à pouvoir vérifier la conformité de ce fichier. Et puis quand vous aurez déposé votre première DSN, soit sur la plateforme de test, soit au 5 février ou au 15 février 2022, pardon, oh, si je commence, c'est foutu, 2022, vous allez pouvoir consulter les comptes rendus métiers, les financiers et les nominatifs, comptes rendus métiers qui sont les retours que vous font les organismes de protection sociale qui viennent de recevoir les données, qui soit finalement sont OK, tout va bien, soit détectent une difficulté, une anomalie et vous proposent de la corriger, soit dans les sommes, soit dans les noms et dans l'identification. Ensuite, vous avez cette fameuse page avec les liens. Alors, j'ai cru voir effectivement, mais on va vous les proposer. Il y a techniquement un problème de lien parce que là, aujourd'hui, les liens sont tous actifs. Donc, si vous n'arrivez pas à les activer, il va falloir qu'on voit effectivement comment on peut vous aider à le faire. Mais ce n'est pas la première présentation que nous faisons et ils sont actifs. Donc, il faut qu'on voit comment vous simplifiez les choses. Normalement, ça fonctionne parfaitement. Ensuite, voilà, excusez-moi. Ensuite, on va vous proposer de modifier une déclaration sociale nominative. Parce que finalement, vous pourriez avoir l'inquiétude d'être pris au piège en disant, moi, une fois que le fichier est établi, une fois que le flux est prêt et que je m'aperçois qu'il y a quelque chose, du coup, comment je fais? Alors, première question à vous poser, est-ce que c'est la veille de l'échéance à minuit et du coup, c'est en amont du dépôt, c'est en amont du jalon d'échéance. Et vous allez pouvoir faire un annulé en place, c'est-à-dire que vous allez refaire un fichier qui va être déposé et qui va écraser le fichier précédent. Et puis, on a la possibilité, après la date d'échéance, grâce à la loi que nous on surnomme affectueusement la loi OUPS, qui vous autorise en disant, voilà, on a le droit à l'erreur, on peut s'être trompé, ou on peut simplement avoir une information dont l'actualité est différente maintenant. Si c'est après la date d'échéance, vous pourrez, dans la déclaration sociale nominative suivante, c'est-à-dire dans le mois suivant, faire les corrections ou les changements sans pénalité et effectivement tout en ayant la certitude que c'est quelque chose qui est possible. Donc, première question, est-ce que c'est avant ou après l'échéance? Avant, des scènes annulées en place, après, ce sont des blocs. Seconde question, donc on est après ou avant. Est-ce qu'on doit utiliser des changements ou des corrections? Toutes les données sont modifiables chaque mois dans ce cadre-là, dans le cadre du changement ou de la correction. Si c'est une correction ou un changement qui est dans le cours du mois principal déclaré, à ce moment-là, c'est un bloc changement. Ce qu'on va appeler un bloc changement, c'est ce qui permet de véhiculer une donnée avant le changement et la nouvelle donnée en précisant la date à laquelle il y a ce changement.
Si c'est après le mois principal déclaré, là, ça va être une correction. On va donc corriger une donnée qui est déjà rentrée dans le système. Et donc, suivant le type d'erreur, on peut le corriger de deux façons différentes. Soit par la méthode différentielle. Le mode différentiel, c'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, voilà, vous devez transmettre la différence, soit en plus, soit en moins, entre ce que vous avez transmis et ce qui était attendu. Et du coup, on ne fait que la différence dans un bloc correction. On n'a que la différence. Et l'autre qui consiste, parce que pour certains éléments, ce n'est pas jouable, certaines données, ce n'est pas jouable, on vous propose d'annuler et de remplacer une donnée. Alors, ce n'est pas annuler et remplacer la DSN, c'est annuler annuler et remplacer une donnée. Et à ce moment-là, dans la DSN du mois suivant, vous devez déclarer cette donnée en négatif ou en positif, suivant ce que vous voulez annuler, et republier la bonne donnée qui était attendue. Sans oublier, bien évidemment, de déposer la donnée qui est attendue pour le mois en cours. Donc, on corrige le mois d'avant, mais il faut quand même déclarer le mois qui est en place. Alors, plus particulièrement sur les changements. Le périmètre des données qui peuvent faire l'objet de changements, et là, on a un petit problème de vocabulaire, je suis d'accord, avant que vous nous le disiez, je vais partager ça avec vous tout de suite. On parle de données identifiantes ou non identifiantes. La racine de ces mots pourrait vouloir dire qu'il s'agit de l'identité, mais pas seulement. Nous, ce qu'on considère comme une donnée identifiante, c'est une donnée pour laquelle on a besoin de connaître l'ancienne version et la nouvelle. Effectivement, ce n'est pas seulement le nom de l'individu, mais d'autres données pour lesquelles on a besoin de savoir ce qu'il y avait avant et ce qui se passe aujourd'hui. Et puis les données non identifiantes, c'est celle pour laquelle c'est la date de changement. Puisqu'on est dans les changements, c'est la date de changement qui impacte la protection sociale. C'est-à-dire le moment précis à partir duquel, par exemple, les taux de cotisation peuvent changer. Donc, on a un taux de cotisation X jusqu'au 16 du mois, et puis à partir du 17 du mois, c'est un taux Y, puisque la personne a changé de statut, d'établissement, de poste, de métier, et le taux est différent. Donc, on a effectivement ces éléments qui sont donnés. Tous les événements que vous avez déclarés au sein d'un bloc changement doivent être datés. Alors, on met la rubrique parce que c'est effectivement des problèmes qui sont posés. On est sur la rubrique nouvelle date d'effet de valeur dans un bloc individu, donc le 30, ou dans le bloc contrat, si c'est le changement, effectivement, impacte soit l'individu, soit le contrat. Par contre, petit focus sur les corrections, c'est un peu différent. On a deux natures de données. On a la donnée dont seule la dernière valeur est utile. Donc, par exemple, voilà, l'adresse du salarié, c'est la dernière qui est prise en compte. Et à ce moment-là, effectivement, elle s'empile et nous ne tenons compte que de la dernière. Par contre, il y a des données dont on a besoin de connaître effectivement les dates d'impact et ça doit être en cohérence avec une période. On dit à ce moment-là que ces données, elles sont descriptives et elles vont influencer les droits, elles vont influer sur les droits. C'est le changement d'individu, bloc changement d'individu dans 31, changement de contrat 41. Alors, vous voyez qu'on était avant dans le bloc 30 et le bloc 40, donc en réalité, ce sont que des déclinaisons des mêmes blocs dont je disais, pour ceux qui ont fait de la compta, comme dans les éléments. Et donc, dans ce bloc changement, on va devoir transmettre, même si c'est une correction, donc on va transmettre la valeur qui aurait dû être transmise, et puis la date de modification, ou la date à partir de laquelle elle est valable. Là, on a beaucoup de travaux que l'on a menés au sein du GIP et avec le collectif des organismes qui sont dans le GIP et qui sont aujourd'hui avec nous. On bâtit beaucoup d'éléments de support pour vous accompagner vers la DSN, non pas sur le mode d'emploi que l'on voudrait faire, mais sur l'expérience qu'ont tous ceux qui sont déjà rentrés en DSN. Aujourd'hui, on est à peu près à un peu plus de 23 millions de lignes de salaire déclarées chaque mois, qui fonctionnent bien, et avec un taux de conformité de 95%. Donc, on peut dire qu'on a quand même une petite expérience sur cet outil et sur le changement que met en place l'arrivée de la DSN. Et du coup, on a relevé toute une série de questions qui devenaient précises et pour lesquelles on avait besoin de vous porter des réponses. Les plus génériques, c'était sur votre situation au regard éventuellement
de ceux qui gèrent la paye pour vous. Par exemple, si vous avez une convention de paye avec la DGFiP. Et donc, la DSN ne change rien, il faut simplement aller voir auprès de la DGFiP pour prendre contact avec eux et vérifier que c'est jouable. De la même façon, si c'est déjà externalisé dans un centre de gestion, là, vous devez reprendre contact avec eux et on aura la chance d'avoir en fin de présentation le témoignage du centre de gestion de Gironde et éventuellement, on pourra lui poser ce type de questions. Après, si vous êtes dans le cas d'avoir un logiciel, mais qui est à la norme N4DS, qui est l'ancienne norme, et pas à la norme Neodes, et là, on vous invite à contacter votre éditeur en urgence, et d'une, pour vérifier qu'il va pouvoir vous mettre à disposition un logiciel à la norme DSN, ce n'est pas le cas de tous, quelques-uns n'ont pas suivi, et là, vous allez devoir changer rapidement d'éditeur de logiciel, mais des passerelles sont déjà prévues pour certains éditeurs. Et puis, si vous êtes dans le cas de faire la paye de façon manuelle, on vous invite à prendre contact avec le centre de gestion de votre département qui va pouvoir vous orienter vers les meilleures solutions pour vous permettre d'être en règle et d'être en capacité de répondre à l'obligation qui vous est faite d'être dans la déclaration sociale nominative. Ensuite, l'autre catégorie de cas particuliers, c'est quand on se trouve dans des situations avec des plans de paye un peu plus complexes. Par exemple, si vous avez des agents de droit privé, des agents de droit public. Là, vous avez l'obligation, parce que ce ne sont pas les mêmes organismes, vous avez l'obligation quasiment d'avoir deux payes, deux trains de paye. On peut le respecter à l'intérieur de la déclaration sociale nominative avec le système qu'on appelle un système de fractionnement qui permet de faire un fichier par type de population, sachant que la seule règle, c'est que vous devez avoir autant de fichiers que la complétude de votre situation, c'est-à-dire que tous les agents, quel que soit leur statut, doivent être compris dans la DSN quand on additionne les différentes fractions que vous avez publiées. On a la même question quand vous avez deux populations, mais que finalement vous payez les cotisations sociales en une seule fois, puisque ce sont les mêmes organismes qui bénéficient. Là, à nouveau, vous pouvez avoir une fraction par type de population, ça ne change rien, puisque la globalisation du paiement qui peut être indiqué à l'intérieur du bloc 20 va vous permettre de définir ce qui va être compris dans le paiement et d'effectuer votre virement comme la loi vous y oblige aujourd'hui. Ensuite, si vous avez des paiements en décalé, alors petit rappel quand même légal, la paye en décalé, le paiement en décalage de paye n'est pas légal. On doit, en France, le droit du travail impose de payer à la fin de la période d'activité. Bon, maintenant, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile, et puis finalement, une fois que vous serez rentré en DSN, comme on va être sur une périodicité inférieure à 31 jours, les échéances de la DSN sont inférieures à 31 jours à chaque fois, c'est le 5 de chaque mois, vous devez faire un train de paye avant le 5 de chaque mois. Finalement, le décalage de paye va disparaître de lui-même, puisque vous vous rappelez du petit schéma de départ que je vous avais montré, on peut être du 5 au 5, du 15 au 15, du 20 au 20, dans son système de gestion, mais ça n'empêche pas effectivement de le mettre en place. Et puis, second point de détail sur le décalage de traitement, c'est la différence qui est faite entre le social et le fiscal. Les éléments cotisation et plafond pour le social s'appliquent sur la période d'activité. Alors, je m'explique. Vous avez une activité qui a lieu en mars, que vous payez en avril. Les taux de cotisation et les bases de sécurité sociale sont ceux de mars. Par contre, pour ce qui est du fiscal, le PASS et autres, c'est au moment où vous payez, c'est au moment où l'argent change de poche. Ce qui veut dire que le même cas d'activité au mois de mars payé en avril, eh bien le PASS, si le PASS a changé pour l'individu dont la paye est déclarée, c'est le PASS d'avril qui va être pris en compte et non pas le PASS de mars. C'est le moment où la paye va être faite. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le taux de PASS que vous avez a une durée de vie, une validité de 2 mois, donc on peut effectivement le faire passer. Et puis au dernier cas particulier, alors là un peu plus grand, c'est que vous pouvez avoir plusieurs trains de paye en fonction justement de, vous avez des vacataires, vous avez des agents, vous avez des stagiaires, et vous pouvez faire plusieurs trains de paye. Enfin, si vous êtes sur une collectivité ou un plan de paye complexe, vous pouvez faire plusieurs trains de paye. Chaque train de paye peut correspondre à une fraction.
sachant que la totalité des fractions fera tout ce qui était dû, va racoler, remettre en place tout ce qui était dû pour le même siret. Et puis, dernier cas particulier, déclaration mensuelle ou trimestrielle. La déclaration sociale nominative est mensuelle, comme je vous le disais auparavant. Le paiement mensuel est devenu la règle depuis l'an dernier, sauf dans certains cas où il reste trimestriel. Et ce sont ceux, généralement, qui ont une échéance au 15 du mois. Pour que cette option du paiement trimestriel perdure, vous devez prendre contact avec votre URSSAF au plus tard au mois de décembre de l'année précédente pour que cette option soit reconduite et que vous puissiez continuer à en bénéficier. Donc, avant le mois de décembre, vous prenez contact avec votre URSSAF de façon à vérifier ce qui est fait. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée, la déclaration préalable à l'embauche. La déclaration sociale nominative, comme je vous le disais au début, c'est le reflet de la paye. Si c'est le reflet de la paye, la personne que vous allez embaucher n'est pas encore dedans. Donc la DSN ne peut pas substituer la déclaration préalable à l'embauche. Vous devez continuer à la faire dans les 8 jours qui précèdent. Et pour les cas particuliers, par exemple, quand 2 contrats se suivent sans interruption, est-ce qu'il faut refaire une DPAE? Non, bien évidemment. Et comme vous serez en DSN, c'est le changement de fin de la date de fin de contrat, un bloc changement qui va permettre de remplir cette obligation. Mais la DPAE est obligatoire, il reste obligatoire. C'est aussi l'illustration de la différence entre le droit social et le droit du travail, puisque le droit social, la déclaration sociale nominative, les éléments sont transmis. Le droit du travail, vous devez effectuer une déclaration préalable à l'embauche dans les 8 jours qui précèdent l'embauche de l'agent en réalité, l'obligation, elle fonctionne jusqu'à l'heure qui précède le début d'activité. Il faut que ce soit fait. Autre question régulière, la taxe sur les salaires. L'assujettissement des entreprises, donc des employeurs, est déclaré une fois par an, en décembre ou en janvier, enfin en fonction de la situation dans laquelle vous êtes déjà aujourd'hui. Et ça se fait établissement par établissement dans le bloc qui s'appelle assujettissement fiscal, que vous allez retrouver dans votre logiciel de paye. La déclaration de l'assujettissement est obligatoire, même si vous n'êtes pas assujetti à la taxe sur les salaires. Et du coup, on est dans cette obligation, et s'il y a en cours d'année, puisque c'est une fois par an en décembre ou en janvier, si en cours d'année il y a une cessation d'activité, vous avez 2 mois, 60 jours pour réaliser sa déclaration. On va avoir 3 ou 4 cas particuliers pas de statut, mais d'éléments de paye qui vont se présenter à vous et qui sont spécifiques à la fonction publique. La première, c'est les mutations. Et vous voyez sous vos yeux ébahis un petit rectangle orange avec FC 2399. Ça veut dire fiche consigne 2399. C'est une fiche consigne sur les mutations. Et quand vous aurez téléchargé le support et que vous accéderez au lien hypertexte, vous pourrez y accéder. Alors, je rassure tous ceux qui éventuellement, enfin tous ceux, la personne qui disait que le nuage ne marchait pas, donc je vous répète ce que je disais en début de présentation, et de façon quasiment sûre et certaine, il va fonctionner dans le replay qui va démarrer immédiatement après la présentation, donc vous pouvez le télécharger à ce moment-là, et sinon, il va être disponible sur Net Entreprise dans la partie « Nous contacter », dans la partie « Comités régionaux », puisque nous sommes les comités régionaux, et vous pourrez le télécharger. Alors, le cas particulier des mutations. On sait bien que la mutation, ce n'est pas une fin de contrat de travail, mais je vous disais au début de présentation qu'on avait certains éléments de vocabulaire qu'on allait adapter. En l'occurrence, la notion de contrat de travail n'existe pas dans la fonction publique. C'est le lien entre l'établissement et l'agent qui y travaille. C'est ce qu'on appelle, nous, le contrat de travail. Donc, du coup, quand on va faire une mutation, on va demander à l'établissement d'origine de dire fin du contrat de travail, c'est-à-dire fin de la relation entre l'agent et mon établissement, avec cette fin de cessation avec cette fin de contrat en la datant, avec l'effet, la date d'effet de la mutation. Mais du coup, dans la petite partie motif de la rupture du contrat, on va mettre une valeur qui est 100, qui correspond à mutation au sein d'un même groupe, sans rupture de contrat. On a quand même cette précision qui répond à l'obligation de signalement d'une information importante à l'intérieur de la DSN, tout en précisant que ça n'est pas une rupture du contrat. Et puis le nouveau, lui, dans un bloc changement de contrat qui est toujours identifié en 41, il va devoir mettre
une rubrique qui est SIRET de l'ancien établissement d'affectation avec le SIRET de l'établissement d'origine de l'individu, de façon à ce que l'on puisse effectivement chaîner du début du premier jour d'activité jusqu'au malheureusement le jour du décès. On va pouvoir chaîner tous les événements de la vie professionnelle ou de la vie des droits ouverts pour un individu, quelle que soit sa situation géographique, l'établissement dans lequel son statut, l'établissement dans lequel il travaille, ou d'autres éléments. On fait un chaînage des NIR et un chaînage des SIRET. Donc il est vraiment important de préciser effectivement l'établissement d'origine, de façon à ce que dans la déclaration sociale nominative, automatiquement, les éléments soient chaînés, qu'on puisse ne pas avoir d'interruption entre les deux, ce qui va grandement changer la vie, puisque jusque-là, quand il y avait ces changements, on revenait vers vous en vous demandant toute une série de déclarations, de documents. Là, tout est déjà transmis, donc on ne fait que donner l'endroit où c'était dans tel SIRET, et ça vient dans tel SIRET, donc du coup, on fait le chaînage. Même cas pour les détachements. Et à nouveau, vous avez la fiche consigne 2055 qui est en place. Pour un détachement, les 2 établissements doivent déclarer le fonctionnaire. Mais un seul, bien évidemment, va payer les cotisations. Alors là, 2 cas de figure. Fonction publique, territoriale ou hospitalière. Les cotisations vont être déclarées par l'établissement d'origine quand c'est un emploi qui ne conduit pas à pension, hormis les cotisations RAFT, parce que vous savez que les cotisations RAFT sont dues 1 fois par an sur l'année précédente, ou alors par l'établissement d'accueil pour un emploi qui conduit à pension. Puis l'autre cas, c'est dans la fonction publique d'État, de toute façon, les cotisations sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil. Avant-dernier cas, les suspensions, fiche consigne 212, toutes les suspensions doivent être déclarées dans la déclaration sociale nominative, quelle que soit la rémunération, qu'il soit à 0 ou à 100%. On a besoin d'avoir l'information qu'il y a une suspension. Vous savez que beaucoup de droits ou d'éléments de cotisation ou même de calcul par rapport au PASS ou autres sont calculés à partir des données de la DSN, et du coup, on a besoin de savoir quelle est la situation de chaque individu, et quand il y a un cas particulier, que ça soit mis en place. Et du coup, dans le cas des suspensions, on a besoin de savoir quelle est la période de suspension. Et donc, on a un bloc qui s'appelle « Autre suspension de l'exécution du contrat », qui est en S21G0065, avec quand même une particularité. Pour la CNRACL, le taux de rémunération doit être transmis parce que, du coup, effectivement, des droits sont donnés, offerts ou mis à disposition en fonction de la réalité de la suspension ou non de la rémunération. Et puis, dernier élément, le législateur a décidé que, dans certains cas, les agents de la fonction publique pouvaient bénéficier de l'assurance chômage. Donc, du coup, on a fait rentrer dans le bloc fin de contrat, qui est obligatoire dans la DSN, même si vous n'avez pas fait de signalement d'événement, on est dans le cas d'être bloqué. Donc, il est indispensable, tous les mois, d'avoir la situation réelle de l'effectif à l'intérieur de votre établissement. Donc, s'il y a des départs, ils doivent être signalés. Et ils sont signalés avec des motifs. Donc, on a les motifs habituels, du 014 au 110. Et puis, on a rajouté 2 motifs qui sont spécifiques à la fonction publique. Et du coup, j'en profite pour vous dire que dans tous les éléments, tous les supports que vous allez pouvoir voir, ou tous les éléments relatifs à la DSN, à chaque fois qu'il y a un élément qui est spécifique à la fonction publique, vous avez ce petit acronyme entre crochets FP qui précède, là par exemple, révocation suite à abandon de poste ou révocation suite à sanction pénale, qui sont les 2 cas particuliers de la fiche des fins de contrat. Et puis si aucun de ces cas, aucun de ces motifs ne correspond à la réalité de la situation de l'individu qui s'en va, vous utilisez le code 999 qui est fin de relation avec l'employeur, autre que contrat de travail, convention ou mandat. Dernier élément, à la limite, j'allais dire constitutif de ce qui va se passer entre le passage de la N4DS, c'est-à-dire les anciennes déclarations, et la DSN, c'est ce qu'il y a à faire ou ce qu'il va être à faire là sur les derniers mois de 2021 et puis dès le début de 2022. Alors sur le dernier trimestre 2021, vous allez devoir bien évidemment finaliser les obligations sociales. La DUX continue et fiscale. Passereau continue à fonctionner jusqu'à la fin de l'année 2021 pour vous. Et puis vous allez préparer, mais ça vous le faites déjà tous les ans, vous allez préparer les éléments de la date SU 2021 qui, elle, est attendue au 31 janvier 2022. Donc on commence à collecter les éléments et à remplir
les petites cases dans la déclaration. Pour vous préparer à la DSN, vous allez pouvoir dès maintenant identifier le SIRET déclarant. Vous allez pouvoir fiabiliser les numéros de sécu de vos agents pour configurer la DSN de janvier 2022. Vous allez pouvoir réaliser une première DSN dans l'environnement de test et puis consulter les retours, corriger les anomalies et du coup, en 3 mois, vous assurer une arrivée la plus sereine possible sur l'obligation qui va être dès janvier 2021. N'attendez surtout pas janvier 2021 pour faire les premiers tests, 2022, pardon, pour faire les premiers tests. Et puis, vous pouvez dès maintenant informer les agents du passage à la DSN à partir de la paye de janvier 2022. Ensuite, premier trimestre 2022, dès début 2022, vous allez finaliser le tableau récapitulatif de 2021, la date suite 2021, vous devez les déposer avant le 31 janvier 2022. En janvier, vous allez faire tourner la paye de janvier avec un logiciel compatible DSN. Vous allez déposer la DSN du mois principal déclaré janvier avant son échéance du 5 ou du 15 février. Et surtout, vous n'allez plus faire les anciennes procédures qui sont substituées par la DSN. Alors, la DUX et le tableau récapitulatif, bien évidemment, mais ça, c'est pas, ça va impacter fortement, mais c'est pas quelque chose qui va taper au portefeuille tout de suite. Par contre, ce qui va taper tout de suite au portefeuille, c'est passereau. Si vous faites un passereau en janvier, sur la paye de janvier 2022, en même temps que la DSN, eh bien, vous allez avoir un double prélèvement de l'impôt sur le revenu. Et dans ces cas-là, le remboursement par l'administration fiscale des sommes indûment prélevées peut mettre un peu de temps et ça peut être extrêmement compliqué pour les agents, surtout si voilà, on n'est pas le montant de l'impôt sur le revenu n'est pas forcément anodin et peut-être très impactant pour certains. Donc surtout, pas de passereau en janvier 2022. Ça va passer par la DSN, ça va être compris dedans. Donc le dernier passereau, c'est en décembre. Et du coup, pour ceux qui vont se poser la question et qui vont dire « je dois attendre effectivement d'avoir les taux pour pouvoir les intégrer », non, le taux de passe qui va être intégré dans la DSN de janvier, il est déjà chez vous puisqu'il a été transmis, il est celui qui est toujours d'actualité, qui est toujours utilisable, c'est celui qui a été transmis avec la paye de novembre, qui vous a été transmis début décembre, puisque de toute façon, il est valable 2 mois. Donc de toute façon, janvier-février, les taux ont déjà été transmis par l'ancienne version. Alors après, quand vous aurez fait tourner la première paye de janvier postée en février, vous allez voir des comptes rendus métiers en février, avec directement à l'intérieur le taux de passe applicable à partir du mois de mars. Et du coup, vous avez cette injection qui va se faire. Donc, j'ai peut-être l'air un peu lourd dans mon intervention, mais surtout, s'il vous plaît, pas de double, à partir de janvier, pas de double déclaration. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit qu'il faut qu'on fasse de la DSN sur la plateforme de test avant, et puis là, il va falloir qu'on fasse attention à ne pas en faire. Oui, mais je sais aussi bien que la paye est sûrement un des métiers les plus compliqués. C'est un métier extrêmement complexe que vous réussissez. La paye, elle est quasiment, elle n'est pas quasiment, elle est juste tous les mois. Vous faites tout ce qu'il faut pour que les agents soient payés et que les obligations auxquelles vous êtes confrontés soient remplies. C'est pas un problème. Donc, de toute façon, ça va être en place. Mais c'est vraiment pour vous alerter parce que vous allez voir qu'une fois qu'on va être en DSN presse-bouton, les simplifications apportées vont être tellement grandes que vous risquez d'avoir l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir fait assez. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Cette bascule en décembre 2021, c'est l'arrêt des anciennes procédures et c'est le début des nouvelles et surtout pas de doublons pour la partie qui suit. Alors, petit premier temps de questions-réponses. Je sais que beaucoup de questions ont été posées dans les questions et les réponses sont portées par nos experts, mais il y en a peut-être quelques-unes qui seraient utiles de remonter. Donc, si l'un ou l'une de mes collègues veut faire remonter une des questions, vous pouvez bien évidemment. On va essayer d'y répondre, même si c'est des questions qui s'adressent à moi. Peut-être que je ne suis pas très clair dans mes explications et que ça mérite d'être précisé. Non, tout le monde... En réalité, j'en ai profité pour boire un peu d'eau.
Hop, non, je suis en train de redescendre. Le modèle courrier, c'est envoyé. Les cotisations trimestrielles, bloc chaque mois, oui. Pour les services civiques, mettre 999. Oui, il y a vraiment le lien, la fiche consigne sur les services civiques que vous remet Sophie Caillot en réponse, Madame Fouet-Pourré, est vraiment complète, donc vous avez tous les éléments dedans. Hein. Le PowerPoint ou tout autre document en cas de besoin, vous pouvez le télécharger. Si la mutation n'est pas notée, il faut mettre démission. Vous avez effectivement, on vous donne le bloc et ce qui doit être enseigné. Chaque mouvement des agents, oui. Pour les MNT, la réponse est posée. Oui, alors, justement, même si intellectuellement, hein, et je pense que certains d'entre vous doivent avoir le stress qui monte un peu, même si intellectuellement, on peut dire qu'il est tard, c'est pas parce que vous êtes en retard aujourd'hui qu'il est trop tard. Vous pouvez parfaitement paramétrer correctement la DSN et vous préparer avant l'échéance de janvier et faire les correctifs nécessaires. On va voir avec les témoins qui vont vous donner peut-être des recettes ou des bonnes pratiques. Bon, je suis descendu dans les questions, il doit y en avoir beaucoup d'autres, donc je ne vais pas non plus perdre les éléments de la... Oui, Sophie, tu voulais reporter une question? Non. Bon, j'ai pas le son. Allez, je vous propose donc pouvez-vous repréciser quelles déclarations mensuelles devront être stoppées à partir de janvier 2022? Passereau, oui. La taxe sur les salaires, effectivement, c'est un élément à l'assujettissement. Alors non, Sophie, qui me pose la question, est-ce que tu m'entends? Non, je ne t'entends pas, mais peut-être que d'autres t'entendent, mais le micro était ouvert, c'est pour ça que je t'ai laissé la parole, mais j'ai pas eu le son de ta question. Je vais peut-être aller regarder dans le chat ce que je peux faire remonter. On ne peut plus ouvrir, mais si, normalement, vous pouvez ouvrir vos micros et parler. Ou alors je suis sur un autre monde et tout seul. Mais je ne crois pas. Donc si certains ont les petits émoticônes et peuvent m'envoyer soit des petits pouces, soit des tests catastrophés parce qu'il n'y a plus rien qui passe et que vous êtes tout seul. Non, vous êtes avec moi. Bon, ça fait plaisir de se sentir tous. Non, mais là, c'est carrément une pluie de pouces. Vous êtes adorables. Merci. Donc, je suis un peu moins seul. Bon, j'espère que je ne suis pas non plus trop rébarbatif et que la présentation qu'on vous fait est la plus sympa possible, même si le sujet n'est pas très sympa. Mais voilà. Écoutez, on va passer directement par les questions et autres, hein, et je vais avoir mes collègues qui vont répondre. Donc, Sophie est partie et va revenir. Ah oui, non, il y en a certains qui... Ouais, d'accord. Ah, ça y est, vous avez trouvé l'émoticône tête horrifiée, alors là, vous allez me noyer en dessous. Mais ça, c'est pas gentil. Mais je ne vais pas désespérer. Voilà, je remercie tous ceux qui mettent un peu de... Voilà, merci, les petits émoticônes souriants. Non, mais je suis absolument, et l'ensemble de mes collègues des différents organismes, on est vraiment absolument respectueux du challenge que ça représente de passer sur la DSN et que ça va être un changement pour lequel on essaye de vous accompagner au mieux. Je vous promets quand même, tout à l'heure je vous donne les chiffres, on est à plus de 20 millions, 23 millions de lignes de salaire chaque mois, avec une conformité qui est supérieure à 95%. Donc après, ça veut dire que, bon, voilà, on y est déjà passé. Alors, je vous propose déjà, parce que j'ai vu une ou deux questions qui étaient posées sur le sujet, comment on fait pour accéder à la déclaration sociale nominative? Alors, premier élément, il faut être sur Net Entreprise. Et il y a des rôles sur Net Entreprise, il y a les rôles d'administrateur et de déclarant. Seul quelqu'un qui a le rôle d'administrateur peut rajouter les droits déclaratifs. Si vous n'êtes que déclarant et vous n'êtes pas administrateur, il faut prendre contact avec lui. Et du coup, dans les sondages, il y a une petite question sur
comment est-ce qu'on fait pour contacter l'administrateur, le retrouver, le changer. Et donc, vous avez des fiches consignes qui vous permettent de répondre à ces cas particuliers. Mais on a besoin, effectivement, soit de connaître l'ancien administrateur, soit d'avoir une procédure pour le changer. Ensuite, vous avez un pas à pas qui vous est proposé. Alors, ce pas à pas, bien évidemment, vous êtes inscrit sur Net Entreprise, vous êtes l'administrateur, donc vous vous connectez, et puis vous allez sur gestion. C'est la différence entre le rôle d'administrateur et de gérant. Vous voyez, gérer ou déclarer. Si vous avez que déclaré, c'est que vous n'êtes pas l'administrateur, vous n'êtes que le déclarant. Donc, vous allez sur gestion, vous ajoutez, alors là aussi, c'est la DSN pour le régime général. La différence qu'on fait, nous, c'est pas régime général, fonction publique, c'est régime général, régime agricole. C'est pour ça qu'on vous êtes la fonction publique, vous êtes dans le régime général. Vous avez une liste de déclarants qui était inscrite, qui s'affiche, et puis vous allez pouvoir habiliter à la déclaration sociale nominative un ou plusieurs déclarants, et vous allez cocher la case pour donner le droit, et pour supprimer l'habilitation, vous décochez la case, c'est aussi simple que ça. Vous remplirez, signez le mot de passe et la question secrète, puis vous cliquez sur valider. Petit élément sur la question secrète et la réponse, on a restreint le nombre de questions, et puis surtout on ne vous laisse plus le choix de choisir. Pour la petite histoire, on a découvert, quand on a fait ces modifications, que plusieurs milliers de jeunes femmes avaient déclaré comme conjoint Brad Pitt. Alors, c'est bien, moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite si c'était ce que vous vouliez, sauf que quand vous êtes en stress au moment de faire la déclaration à quelques heures de l'échéance, que ça ne marche pas, que c'est planté, et que du coup, vous avez planté le mot de passe, quand on vous pose la question quel est votre conjoint, c'est François Duchemin ou Gisèle de son autre nom, parce qu'il n'y a pas que les dames qui en majorité avaient répondu à la question nom du conjoint Brad Pitt. Il y en a d'autres qui avaient fait l'erreur de mettre Jude Law. Alors ça n'enlève rien à la qualité de l'acteur, hein, mais Jude Law, ça ne s'écrit pas exactement L-O, et en période de stress, on a du mal à retrouver l'orthographe. Donc surtout, prenez une question secrète qui vous va bien. Et pour ne pas paraître trop misogyne, mesdames, je dois quand même vous avouer que la réponse la plus citée par les déclarants, alors c'est pas la majorité, hein, mais la plus citée, c'était à la détermination de la personne, une personne importante, c'était maman. Donc voilà, ça renseigne à peu près sur la façon dont quand on remplit les questions-réponses, comment est-ce qu'on met les choses amusantes. Surtout, faites le choix d'une question et d'une réponse qui est simple et pour laquelle, en période de stress, vous trouverez facilement la réponse. Si vous n'êtes pas inscrit, on vous met le pas à pas, hein, pour vous inscrire. Donc, vous allez effectivement votre compte, vous créez votre compte, mais je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui. Une grande majorité d'entre vous doivent être déjà inscrits à Net Entreprise, et si vous avez besoin d'accompagnement, on a le support Net Entreprise qui est disponible, puisque nous gérons effectivement les inscriptions et les habilitations. On gère beaucoup moins, puisqu'on n'y a pas accès au contrôle du métier et aux flux qui sont directement adressés aux organismes. Petite précision quand même, quelle que soit la modification que vous portez sur Net Entreprise, on vous envoie un lien et vous devez impérativement le valider. Vous savez que le RGPD impose certaines contraintes désormais, et parmi celles-ci, parmi ces contraintes, il y a l'obligation d'avoir un geste de validation, et ce geste de validation, c'est quand on vous envoie le lien dans la boîte que vous avez donnée comme adresse. Surtout, autre détail, alors là, de la même façon, hein, moi j'étais inquiet sur Passereau plus passe le même mois, c'est dangereux. Mettez vraiment des adresses mail sur lesquelles on peut vous joindre. Juste une petite info, vous êtes dans une région, période d'orage en ce moment, il y a un orage dans la région où vous êtes, au moment où vous transmettez la DSN, il y a une micro-coupure électrique. Micro-coupure, vous ne la voyez pas vous, hein, mais il y a une micro-coupure électrique. Nous, on reçoit un fichier, et on peut imaginer qu'il est corrompu. Donc, on va tout de suite vous envoyer une information en vous disant « Attention, on rejette le fichier, refaites-le tout de suite ». Si l'adresse mail que vous avez mise n'est pas accessible ou n'est pas la bonne, ou n'est pas la vôtre, vous n'allez pas être averti. Et si on est très proche de la période, de la date butoir de l'échéance, vous ne pourrez pas refaire la DSN, et manque de peau, ce mois-là, vous n'en aurez pas déposé. Donc, soyez vraiment attentifs, et d'une, à avoir une adresse mail qui fonctionne, et de deux, on va le voir plus tard, à aller consulter votre tableau de bord. À nouveau, un petit lien hypertexte qui va vous permettre d'avoir un petit MOOC. Hein. On a des MOOC qui sont bien plus simples que les pas à pas, qui vont vous permettre de savoir comment ajouter la DSN tout simplement. Et puis,
élément indispensable désormais pour vous pour les 3 mois qui viennent, vous inscrire sur l'environnement de test. Donc là, à nouveau, on a même mis les images. Vous avez un pas à pas qui va vous permettre de partir pour paramétrer correctement votre DSN en parallèle de vos obligations jusqu'à la fin de l'année. Pour vous inscrire sur l'environnement de test, soit vous êtes déjà inscrit sur Net Entreprise en production, mais pas sur le site de test. Là, il faut que vous vous inscriviez sur le site de test. Et si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme de test et que vous avez déjà transmis les tests, vous ferez simplement, vous allez utiliser l'inscription existante. Et puis, s'il y a un problème, voilà, vous avez la possibilité de changer votre mot de passe et je ne reviendrai pas sur les réponses aux questions secrètes. Pour vous inscrire, vous avez un pas à pas qui le présente. Alors, avant que vous me le disiez, oui, vous auriez bien aimé bénéficier du 0 reste à charge pour les lunettes, ça vous aurait permis de voir les petits caractères, mais comme vous n'en avez pas besoin, quand vous aurez le support, vous allez pouvoir agrandir, mais en réalité, c'est plus pour vous montrer à quel endroit sur la page d'inscription se situent les réponses dont on a besoin et qui sont listées dans le pas à pas. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Ensuite, si on a déjà un administrateur qui est inscrit, tous les autres vont devoir activer ou faire activer. Et alors là, bien évidemment, donc là, vous avez le mode d'emploi et le pas à pas si vous avez besoin, alors qu'il y a déjà un administrateur de le faire. On vous invite vraiment à le faire. On vous invite vraiment à le faire à cet endroit-là, de façon à ce que vous puissiez choisir la cooptation par mail, parce que la validation va être plus rapide que si on le fait par courrier, puisqu'on a des délais postaux et d'autres délais, la création du courrier et autres, qui vont faire que vous n'aurez pas accès rapidement. Là, à nouveau, si au bout de 15 jours, la demande de cooptation ou la clé de validation n'a pas été saisie, on supprime automatiquement l'inscription du nouvel administrateur. Alors, qu'est-ce que vous permet l'environnement test? L'environnement test, il vous permet son inscription. Et je vais vous dire, c'est quand même le minimum, c'est qu'on puisse vous permettre de vous inscrire à l'environnement. Ensuite, vous allez pouvoir déposer les déclarations, que ça soit via le tableau de bord ou si c'est en API. API, c'est l'échange machine-to-machine, c'est-à-dire c'est votre logiciel qui envoie directement les éléments. Le contrôle de normes et les vérifications d'appartenance pour les SIRET, les transmissions des DSN et puis les bilans de traitement. Est-ce que tous vos NIR sont certifiés? Est-ce qu'on a les bilans interdéclaration qui sont corrects? Là, par exemple, on se retrouve, on voit que vous avez 200 NIR 200 NIR de déclarés et vous avez, quand on additionne la masse salariale, on a une masse salariale de 1 000 €. On se doute qu'il y a un problème. 200 agents, 1 000 € de salaire, c'est pas possible. Et puis, on va transmettre les données à la CDC. Il n'y a que par cet environnement de test que les organismes complémentaires qui sont derrière la Caisse de dépôt et consignation, et Cantex, CNRACL ou autres, vont pouvoir recevoir les données. Et du coup, avec un petit délai supplémentaire, s'il est de 3 jours, donc c'est le 8 ou le 18, et non pas le 5 et le 15, qui vont commencer à vous renvoyer les éléments. C'est par ce biais-là qu'ils vont pouvoir vous donner les retours en vous disant, voilà, il y a un problème sur tel contrat, sur tel individu, sur tel établissement, de façon à ce que ça soit correctement mis en place avant la DSN, entre guillemets officielle et réelle, de janvier 2022. Les transmissions des données à la MSA, s'il y en a besoin, de certains métiers font que ça ouvre des droits à la MSA ou pas. Et puis, vous avez sur le tableau de bord le retour des organismes de protection sociale, donc ces fameux comptes rendus métiers. Alors là, à nouveau, un petit MOOC pour consulter son tableau de bord, voilà la tête qu'il a. Le tableau de bord, ça vous permet dans la partie haute d'avoir l'identification du déclarant. Dans la seconde partie, sûrement la plus importante, ce sont les retours. Vous voyez qu'à côté des fichiers, vous avez des petites loupes. Il faut cliquer sur la loupe pour ouvrir le fichier pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que c'est qu'en l'ouvrant que vous avez les comptes rendus métier et que vous apprenez effectivement s'il y a une anomalie, une difficulté, quelque chose qui soit à corriger. Et puis, en dessous, la synthèse des déclarations déposées, acceptées ou rejetées avec une technologie dont nous sommes très fiers, qui permet de mettre vert si c'est juste et rouge si on a un problème. Donc, du coup, du premier coup d'œil, vous allez pouvoir voir s'il y a un problème ou pas. Si vous ne passez pas en API, si vous devez déposer les DSN, vous la faites dans la zone de dépôt qui est en dessous. Et puis, tout en bas, un des éléments très, très efficaces, c'est la porte d'entrée vers les services des autres organismes. On fonctionne au niveau du GIP avec ce qu'on appelle le cercle de confiance. Et donc, quand vous êtes identifié sur Net Entreprise, vous êtes réputé être identifié, être connaissable
par l'URSSAF, par la CEPAM, par la CARSAT, et du coup, vous pouvez accéder à leur site sans avoir à vous réauthentifier. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes sur ces portails-là, vous pouvez accéder à Net Entreprise sans avoir à vous réauthentifier. Donc là, par exemple, je prends le cas, vous avez un compte-rendu métier qui est revenu dans la partie haute, dans les retours, avec une question qui est relative à l'URSSAF. Ben, vous allez directement cliquer sur le lien monursaf.fr, vous accédez à votre compte URSSAF et vous pouvez là directement soit constater ce qui est attendu et voir ce qui a pu poser problème, soit interpeller votre correspondant URSSAF et échanger avec lui par mail de façon, voire être rappelé si c'est un problème important, de façon à être le plus réactif possible. Donc, ce cercle de confiance, ça permet de regrouper tous les membres du groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, le JPMDS, derrière lequel nous sommes. Et puis la partie la plus intéressante pour vous maintenant, c'est la partie échange avec nos témoins. Sauf si, alors Sophie, tu peux peut-être essayer à nouveau de voir si les micros fonctionnent pour remonter, poser une question s'il y en avait, ou toute autre personne, Laurent Meyer ou d'autres, n'hésitez pas. Alors, Sophie, je m'entends à travers ton micro, mais je ne t'entends pas toi. Est-ce que c'est spécifiquement moi? Je ne sais pas. Alors, je vais proposer à Madame Bibard de nous rejoindre, ainsi qu'à Corinne Breschenbacher, qui est du centre de gestion de Gironde, d'essayer d'ouvrir les caméras et d'ouvrir le son. Est-ce que vous êtes avec moi, mesdames? Oui, bonjour à tous. C'est parfait. Oui, bonjour. Ah, nickel. Alors, mesdames, merci d'avoir pris le temps. Du coup, je vais me mettre... Non, je ne vais pas mettre ma tête. Avec la caméra. Je vais mettre ma caméra, voilà, comme ça va être un peu plus dialogue et ça va être un peu plus sympa. Donc, merci d'être là. Donc, si à tour de rôle, j'allais dire, on va le faire par ordre des noms et des lettres d'initiales. On va commencer par les B, mais comme vos noms de famille démarrent les deux par les B. On va commencer peut-être par Madame Bibard, parce que utilisatrice, et ensuite Madame Breschenbacher. En tant que centre de gestion, il y aura des questions sur nous qui seront un petit peu différentes. Donc, on va commencer par un client de la déclaration sociale nominative en direct pour lui. Alors, est-ce que vous pouvez, déjà, Madame Bibard, donc ce qu'on a mis en mettant qui êtes-vous, avec des renseignements sur le nombre d'agents et la typologie de plan de paye ou autre, pour que chacun de nos auditeurs puisse se situer vis-à-vis de vous. Très bien. Donc, je suis Madame Bibard, je suis gestionnaire financière à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Donc, en fait, je paye uniquement de la rémunération accessoire pour les intervenants qui interviennent devant les stagiaires, et seulement de janvier à juin et de septembre à novembre, parce que juillet, août et décembre, j'effectue des déclarations des DSN à néant. Donc, l'éditeur de paie GFI a paramétré toute la DSN. Et la première année, j'ai rencontré de très, très nombreuses anomalies. Je n'ai pas pu payer les intervenants en janvier 2020. J'ai dû les payer en janvier-février. Et je rencontre encore des anomalies. Et lors de l'extraction de la DSN, cela dure de plus en plus longtemps, c'est-à-dire entre 1 heure et 1 heure et demie à chaque déclaration test. Et j'ai de nouveau des anomalies. Et voilà, c'est très long. La société intervient régulièrement. Bon, pour le côté, on va dire, transparence, c'est très, très bien. Mais j'avoue que c'est très lourd voilà, par rapport à toutes ces anomalies que je rencontre. Alors, Madame Breschenbacher, est-ce que vous pouvez, à votre tour, vous présenter sur ce même type de sujet?
Donc oui, bonjour à tous. Donc je suis Corinne Brechen-Macher du Centre de gestion de la Gironde. Donc je suis responsable du service rémunération chômage qui propose une prestation paye aux collectivités qui souhaitent adhérer. Donc cela va de la confection des salaires jusqu'à la transmission de la N4DS et DSN depuis le 1er janvier 2021 pour une partie de nos collectivités. Donc à ce jour, le service confectionne environ 3500 bulletins par mois et pour 200 collectivités. Donc depuis le 1er janvier 2021, 10 de nos collectivités sont entrées en DSN. Donc nous utilisons un logiciel dédié fonction publique territoriale qui est celui de l'éditeur Cyril et qui nous a accompagnés également lors de la mise en place des phases de paramétrage et de tests en octobre 2020. Voilà. Donc, Madame Bibard, vous avez mis à peu près combien de temps pour préparer l'entrée? Alors, je ne dis pas pour passer en DSN directement, mais pour préparer l'entrée. Est-ce que ça a été… comment vous avez fait exactement? Vous n'avez pas rouvert votre micro. Je suis désolée, oui, cela a été très compliqué, d'autant plus que je prenais en charge ce nouveau dossier. Et j'ai eu beaucoup de bugs sur l'outil GFI et c'est pourquoi la société a dû intervenir justement dès le début parce que j'étais vraiment en difficulté pour la création des personnes, toute la procédure, on va dire. Donc ça, pour moi, ça a été très compliqué. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'outil. Ça se passe bien à ce niveau-là, sauf au niveau de l'extraction DSN. C'est à chaque fois très, très compliqué. Et j'ai aussi, par rapport au retour du taux de prélèvement à la source, c'est très long. Même, par exemple, pour 2 personnes, lorsque je demande le taux du prélèvement à la source, le retour est très long. Ça peut durer entre, on va dire, quand c'est court, ça peut être 5 jours, mais ça peut aller jusqu'à 10 jours. D'accord. Est-ce que vous avez réutilisé à côté Topaz ou pas pour demander pour ces gens-là? J'utilise toujours Topaz, oui, bien sûr. D'accord. Parce que comme vous êtes en DSN, les comptes rendus métiers de la DGFiP qui remontent vous renvoient les bons taux. C'est au cas où vous avez une difficulté avec eux que vous êtes… Tout à fait. D'accord. Oui. Ok, non, c'est parce que j'essaye de… je pense que tous ceux qui sont avec nous en train de nous entendre vont être absolument rassurés sur le fait qu'on n'a pas bidouillé les témoignages et qu'on pose les bonnes questions aux bonnes personnes et que quand il y a des difficultés, on en parle et on dit comment on les corrige, comment on avance. Donc, merci d'être franche et directe avec nous et essayer de ne pas angoisser particulièrement les autres parce que du coup, c'est effectivement des solutions qui sont sur les cas particuliers et les cas complexes. Ce fameux contrôle continu mensuel oblige à avoir effectivement ces données et quand vous êtes dépendant de leur retour, c'est toujours compliqué, bien évidemment. Un petit peu, oui. Mais bon, globalement, ça se passe bien. Voilà, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, mais c'est vrai que au départ, j'étais en stress, faut reconnaître. Et là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Alors, en juillet-août, donc, on fait des déclarations sociales à néant, puisqu'on a une fermeture imposée entre juillet et août. Alors, par rapport au délai, c'est compliqué. Et au mois de décembre, on n'a plus le droit de payer, c'est la fin de gestion. Donc, aucun paiement, ni en juillet, ni en août, et ni en décembre. Donc, en janvier, c'est très lourd, mais voilà, c'est comme ça. On s'adapte. Mais je rigole, excusez-moi, mais il y en a beaucoup parmi ceux qui nous écoutent en ce moment qui vont se dire « Ouf, heureusement, moi, c'est pas comme ça ». Et du coup, je m'en sors à peu près sur quelque chose de lissé, parce qu'en réalité, il y a une question, alors je reviendrai ensuite sur la particularité de gestion, mais du coup, là, il y a quelque chose qui me titille un peu dans les informations que vous nous donnez. On dit finalement que la DSN, elle permet de lisser l'activité sur l'année. Là, vous nous donnez 3 interruptions un peu violentes en cours d'année. Est-ce que par rapport à la façon dont c'était fait avant, est-ce que la DSN, alors
j'entends bien que c'est des problèmes, y compris de paramétrage et de suivi des agents, mais est-ce que ça vous permet de lisser justement cette charge, même si en janvier, j'entends bien, en plus c'est la fin d'année, donc c'est encore plus catastrophique puisqu'il faut racoler tous les éléments. Et puis il y a la retraite additionnelle d'un autre côté. Donc, en fait, non, on a vraiment des périodes. C'est selon les périodes, mais c'est vrai qu'on a des périodes qui sont très très lourdes, d'autres un petit peu moins. Et pour lisser, c'est pas tellement possible par rapport à cette fermeture obligatoire et cette fin de gestion. Lorsqu'il n'y avait ni la DSN ni le PAFSRO, ça fait 2-3 ans, c'était, sauf au mois de décembre, c'était possible. D'accord. Voilà. Donc, c'est une petite contrainte supplémentaire. Ça alourdit les procédures, en fait. Mais au niveau de la transparence, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Ok. Merci. Alors, Madame Breschenbacher, on va aborder avec vous 2 sujets. Le premier, c'est l'entrée du centre de gestion dans la DSN en tant que tel, en tant qu'employeur. Et puis ensuite, la partie, alors moi j'appelais paye à façon, que d'autres appellent d'autres façons. Je vais vous laisser l'occasion de l'expliquer pour comment en Gironde vous en parlez, mais finalement le travail pour d'autres employeurs. Alors pour vous, en tant que centre de gestion, sur le temps, on a abordé un peu le sujet, mais sur la possibilité d'entrer en DSN, de paramétrer avant l'échéance, et est-ce que vous étiez au moment de l'échéance, alors pas forcément 100% sereine, mais est-ce que vous étiez au moins rassuré au moment d'entrer en DSN pour votre cas en tant qu'employeur? Donc, pour l'entrée en DSN, le centre de gestion, nous nous sommes préparés, c'est-à-dire que dès le mois d'octobre de 2020, nous avons commencé à suivre des formations, donc formation métier dispensée par un organisme de formation, formation sur le logiciel dispensé par l'éditeur. Et en parallèle, nous avons également commencé à paramétrer le logiciel puisque tout le paramétrage standard est livré par le prestataire, mais nous avons des spécificités, donc nous avons commencé à paramétrer le logiciel pour intégrer ces spécificités, notamment au niveau de rubrique de paye. Nous avons, dès le mois d'octobre, nous nous sommes inscrits sur la plateforme test NetEntreprise pour pouvoir justement générer les premiers fichiers. On les a également testés avec l'outil DSN-Val, c'est-à-dire que nous nous sommes mis en condition comme si nous étions en fait sur une première déclaration pour pouvoir arriver à un taux d'erreur, pouvoir identifier les erreurs et les corriger. Donc, nous avons fait appel à l'éditeur pour des résolutions de problèmes techniques. Et en parallèle, nous avons également consulté les fiches consignes et le site et interrogé la base de connaissances DSN. Donc, c'est vrai qu'au 1er janvier, en plus, nous avons choisi d'effectuer en fait que de ne prendre que les collectivités concernées par la DSN, c'est-à-dire seulement 10, pour vraiment assurer le passage, puisqu'on rentrait dans une grande inconnue quand même. Et c'est vrai que ça s'est quand même plutôt bien passé. On a abordé la phase de janvier 2021, alors sereinement, puisque nous étions préparés. D'accord. Oui, donc là, octobre, en plus, on est vraiment dans la bonne période pour ceux qui nous écoutent pour se mettre en ordre de marche. Et alors, quand on voit que non seulement vous l'avez fait pour vous, mais vous le faites pour d'autres employeurs et des collectivités, c'est que l'enjeu était double entre votre obligation de faire la paye normalement, ce qui est logique jusque-là, ça va être le cas de tout le monde, mais en plus pour vous d'assurer pour les autres. Au niveau de l'organisation interne, et de la façon dont les choses transitent. C'est-à-dire, information, on a vu des questions qui étaient posées, j'ai vu des questions qui étaient posées sur si je ne suis pas prévenu à temps, si je n'ai pas d'éléments. Comment est-ce que vous gérez ces sujets au niveau… alors, pour vous, dans le centre de gestion, mais même, je ne sais pas combien vous avez d'agents d'ailleurs dans le centre de gestion, mais aussi par rapport à vos… comment vous dites, par rapport à vos clients, par rapport à vos collectivités, je ne sais pas comment vous dites. Par rapport aux collectivités.
Ce sont des collectivités adhérentes. C'est sûr qu'il y a eu en fait quelques mises à jour qui ont dû être effectuées. Donc, alors une des grosses différences pour nos collectivités, c'était également la transmission de toutes les absences pour indisponibilité physique. Puisqu'avant, nous ne gérions que l'impact paye, c'est-à-dire le passage à demi-traitement, la retenue par rapport à la journée de carence ou à la grève. Là, avec la transmission des absences, enfin de toutes les indisponibilités physiques par le biais de la DSN, il a fallu saisir en fait les absences. Donc, nous avons également demandé à nos collectivités de nous transmettre des éléments au plus tôt pour pouvoir les intégrer dans les fichiers. Chose que nous avons fait en fait par contre pour toutes les collectivités, puisque là en janvier 2022 nous avons 190 nouvelles collectivités qui vont entrer en DSN, donc nous repartons là actuellement dès le 20 octobre sur une phase de test avec les 190 collectivités. D'accord. Et Madame Bibard, ça vous concerne aussi, ces fameuses indisponibilités, c'est-à-dire le fait d'avoir connaissance et de transmettre dans les fichiers ce genre de sujet? Non. Non. Hein. Non, bon. Pas du tout. Non. Bon, au moins un sujet qui vous épargne sur ce déploiement. C'est vrai que c'est ce lien et avoir dans l'obligation qui est faite d'informer sur les absences physiques ou les absences tout court, c'est vrai que le délai est prévu aujourd'hui avec un délai de 5 jours qui suit la connaissance de l'information. Et du coup, ça peut être intéressant pour certains auditeurs, certaines collectivités présentes de savoir si vous aviez déployé des rues spécifiques pour faire remonter ces informations. Alors, juste une petite précision. Pour l'instant, nous ne faisons pas de signalement. C'est-à-dire que les absences sont transmises via la DSN mensuelle. D'accord. Oui, de toute façon, ça va être la majorité des cas puisque les signalements sont, entre guillemets, attendus à partir du 1er janvier 2023. Mais effectivement, vous avez raison, toutes les situations doivent être décrites dans la DSN mensuelle et doivent être remontées. Isabelle, vous vouliez intervenir ou poser une question puisque vous êtes arrivée... mais votre micro n'est pas ouvert, donc je ne sais pas si vous vouliez... Voilà. Oui, Didier, je m'excuse, j'ai eu un petit moment où j'arrivais pas à intervenir parce que je souhaitais déjà remercier pour les témoignages, mais malgré tout aussi rassurer les gens et leur dire surtout qu'on était là je suis donc en tant qu'URSSAF, et mes collègues je suppose aussi, pour les accompagner bien sûr, et que s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à utiliser le compte en ligne aussi pour poser toutes leurs questions, on y répondra. Et on peut aussi se rapprocher d'eux pour les accompagner, quitte à organiser, même s'il faut des réunions. Il y a des centres de formation aussi qui se proposent aussi de les accompagner, donc ils n'hésitent pas. Et surtout, ne vous pensez pas seul face à cette nouvelle façon de fonctionner. On est là pour vous accompagner. C'est le but aussi de la démarche de ces webinaires. Et si je peux rajouter, il y a des alarmes à incendie, on dit tout le monde entend l'alarme. C'est la saison. Sur Poitou-Charentes, il y a des tests actuellement. Vas-y. Mais il y en a partout. Vous n'êtes pas la première, effectivement, pendant ce genre de présentation à voir. Et encore, vous avez de la chance si on ne vient pas vous chercher pour vous éjecter du bureau. Donc, pour vous faire rejoindre les points de rassemblement. J'en profite pour donner 2 éléments qui sont importants à titre personnel, pour vous tous, à titre personnel pour vous, pas pour moi. La pandémie n'est pas complètement finie, donc vraiment faites attention à vous aussi et à vos proches. Et la seconde, par rapport à nos collègues, URSSAF, CEPAM, CARSAT, pour vous souhaiter un excellent anniversaire, puisque 4 octobre 1945, création de la sécurité sociale, on doit quand même avouer qu'il y a plus de 75 ans, elle se porte encore bien et les changements qu'on lui impose et la résistance qu'elle a eue à ces changements, à cette capacité de changer est aujourd'hui à saluer. Donc bon anniversaire à tous mes collègues. J'espère que vous allez fêter ça en interne dans vos organismes avec toute la joie nécessaire parce que c'est quand même des grands rendez-vous. La protection sociale en France est une des choses qui nous a protégés, c'est pour ça que je pensais à la pandémie en même temps, qui nous protège, l'amortisseur social et l'amortisseur pour les entreprises comme pour les individus fonctionne au mieux, tant mieux pour nous, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même rester très attentif.
Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire, par exemple, que dans le cadre de la DSN, il a fallu intégrer la prime pour l'activité qui a été décidée par le gouvernement il y a 2 ans, alors qu'il n'y avait aucun véhicule technique à l'intérieur de la DSN pour le faire, et ce sont les organismes qui, entre eux, ont accepté que l'on passe par une déclaration assurance maladie pour faire valider les congés spécifiques ou autres, et qu'il y a eu une grande réactivité qui a permis qu'il n'y ait aucune interruption dans le service des droits et la protection des individus. Et pour les employeurs, finalement, ces déclarations sont passées, je ne vais pas vous dire de la façon la plus transparente possible, mais vraiment, vraiment simple. Alors, et je termine avant de reprendre une question sur les témoins, parce que Mme Libournais pose pas une question, elle apporte un commentaire en disant visiblement la simplification qu'apporte la DSN ne fait pas l'unanimité. Alors Mme Libournais, j'aurais tendance à vous dire quand même, c'est vraiment en fonction de ce qu'on entend par simplification. Si on est dans une capacité à être en restriction, on va se dire que simplifier, c'est faire moins. Or, simplifier, c'est pas faire moins, c'est faire autrement. Et aujourd'hui, si on est dans la capacité, par exemple, de servir des droits ou des éléments de la protection sociale dans le mois qui suit l'arrivée d'un événement, c'est bien parce que la déclaration sociale nominative permet d'avoir une contemporanéité des données et des événements. Donc, non, si c'était effectivement simplifier le droit du travail ou le droit social et simplifier le métier de la paye, c'était pas son but. C'est pas ce qui a été atteint. L'idée, c'était de remettre, d'enlever l'ensemble des échéances, l'ensemble des interlocuteurs, l'ensemble des façons. Parce que si vous regardez derrière, il faut quand même vous souvenir que quand vous déclarez un salaire à l'assurance maladie, le séparateur décimal, c'est le point. Le même salaire déclaré à l'assurance vieillesse, le séparateur décimal, c'est la virgule. Pour cette simple raison, vous demandez 2 déclarations. Aujourd'hui, dans la déclaration sociale nominative, on ne vous en demande plus qu'une, c'est effectivement le salaire. Et du coup, on le fait. On le fait. Madame Thomas, on va pas, ou monsieur, oui, c'est Madame Thomas, pardon, on va pas faire de vocabulaire, mais bien sûr que simplifier, ça n'est pas faciliter. Simplifier, c'est apporter une procédure différente qui permet de ne pas faire. Et si supprimer 42 déclarations pour vous, ce n'est pas effectivement diminuer l'activité, alors je ne sais pas effectivement ce que c'est que de diminuer, mais vous pouvez effectivement, et vous avez absolument le droit d'être d'accord les uns avec les autres. Maintenant, si vous allez voir l'ensemble des entreprises qui sont en DSN presse-bouton et qui sont effectivement mis en place, on est dans cet élément de simplification. Et je voulais revenir sur le centre de gestion. Madame Thomas, pardon, je suis absolument respectueux du métier que vous faites et de la complexité et pour moi, à titre personnel, en tant qu'élu, je sais bien comment ça se passe dans les petites communes et comment on a la chance d'avoir des personnes formées, efficaces et disponibles pour mener à bien ces missions avec de moins en moins de moyens. J'en suis absolument d'accord. Et effectivement, c'était vraiment pas le sujet. Et ce côté-là, je suis absolument d'accord avec vous. Et si on peut faire mieux et encore plus simple pour vous aider, on est tous absolument disponibles pour le faire et pour vous aider à y arriver. C'est vraiment, vraiment dans notre volonté et dans la façon dont on aborde les choses. C'était pas du tout péjoratif et ça serait bien si effectivement on pouvait aller sur plus simple. Et une des versions pour aller sur plus simple. Merci de m'offrir cette transition, Madame Bresson-Bachet. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est une petite collectivité et qu'on souhaite accéder aux facilités ou aux services offerts par les centres de gestion? Comment est-ce qu'on fait en Gironde pour pouvoir prendre contact avec vous et voir comment on peut passer? Sur le site internet du centre de gestion, vous avez le détail des prestations du service. Donc après, c'est très simple. C'est une convention qui est signée entre la collectivité et le centre de gestion qui détaille les différentes prestations effectuées, donc y compris la déclaration, donc jusqu'à présent M4DS et donc y compris les déclarations sociales nominatives.
Il suffit pour les collectivités également de prendre une délibération et ensuite nous prenons contact avec la collectivité pour leur demander toutes les informations nécessaires à la codification, c'est-à-dire les fiches des agents, des élus, les taux de la collectivité, les différents numéros d'affiliation aux organismes. Et ensuite, nous commençons la prestation. Donc, jusqu'à présent, cette prestation démarrait au 1er janvier de l'année pour des questions de déclaration sociale. À partir de l'année prochaine, la prestation pourra démarrer à n'importe quel moment puisque nous ne serons plus soumis en fait à la N4DS. Donc, dans la démarche, c'est relativement simple. Nous avons une équipe dédiée qui est des gestionnaires qui ne font que de la paye, donc qui saisissent toute la paye, une chargée de réglementation, une référente technique qui aujourd'hui s'occupe également des dépôts DSN. Pour l'instant, elle est la seule à prendre en charge les dépôts DSN. Donc nous sommes une équipe assez étoffée pour prendre en charge ces missions. D'accord. Mais je vous remercie pour cette précision et puis sur ce service qui peut être offert à ceux qui soit sont aujourd'hui sans solution, soit qui sont face à des difficultés et qui du coup préféreraient effectivement pouvoir externaliser ce suivi parce que oui, comme le précisent certains, voire certaines, quand on est dans une petite collectivité et que la même personne est en train de tout gérer, absorber ce niveau de complexité, c'est-à-dire de gérer à la fois les ressources humaines, la comptabilité, le droit social, le droit du travail, ça peut poser des questions et ça peut être un peu stressant. Donc vous voyez comment on joue le jeu, alors pas le jeu de la vérité, il n'y a que les gens de mon âge qui se souviennent que ça existait, mais quand on essaie de jouer le vrai lien et la vraie préparation, vous avez en face de vous deux témoins qui sont dans des situations différentes à aujourd'hui par rapport aux simplifications que peuvent apporter la DSN, avec la nécessité de continuer à vérifier pour Madame Bibard, la nécessité d'avoir accès au compte-rendu métier avec des anomalies qui remontent, qui continuent à remonter, qui nécessitent de faire des corrections et régulièrement de le faire, et sur une situation qui, malheureusement pour vous, à la base est déjà complexe. Il n'y avait pas besoin de la DSN pour que vous soyez dans des situations qui sont un peu complexes. Et puis de l'autre côté, Madame Rechen-Bachet qui, elle, visiblement, tant pour le centre de gestion que pour les communes et les collectivités qui font appel, on commence déjà à mesurer la simplification que peut apporter la DSN. Et puis, j'allais dire, non pas bon courage ni bonne chance, parce que c'est ni le courage ni la chance dont il va falloir avoir à exercer avant d'entrer dans la DSN pour vos 180, près de 200 collectivités qui sont déjà avec vous et qui vont y rentrer. J'imagine qu'après le message que vous avez fait passer, vous risquez d'augmenter un petit peu quand même le nombre de collectivités qui vont prendre contact avec vous. Donc, je ne suis pas sûr, je m'en excuse par avance, que votre intervention vous ait pas apporté une charge de travail complémentaire avec des nouvelles collectivités. Mais je vous remercie vraiment toutes les deux pour votre intervention, pour la façon dont on peut aborder les choses. Avant de laisser la parole à nos collègues pour clore ce webinaire, je voulais déjà vous remercier pour tous ceux qui ont répondu au sondage, pour vous rassurer si besoin, non seulement vous avez des humains dans tous les organismes qui sont disponibles, qui peuvent vous répondre et qui sont à votre disposition pour intervenir et être à côté de vous. Donc, à la limite, même face à cette situation un peu stressante qu'est ce changement pour la DSN, vous n'êtes pas seul et on va essayer de vous aider au mieux. C'est notre intérêt commun que ça fonctionne et que ça marche bien. Et puis après tout, on arrive à bien gérer tout ce qui est commande sur Internet, livraison et autres. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire passer des éléments un peu plus complexes. Très bon courage à tous, très bonne journée. Peggy, si vous voulez clore cette présentation, je rappelle juste que le replay va démarrer juste derrière, que le support est accessible et que les liens hypertextes fonctionnent. Si par hasard, pour une raison ou pour une autre, ça n'était pas le cas pour tous, vous pourrez sur le site Net Entreprise, dans la partie comités régionaux, dans la partie webinaire, accéder à la totalité des éléments
qu'on met à votre disposition. Et en plus, si certains d'entre vous, dans les questions, ont fait part de sujets particuliers, on va reprendre contact avec vous. On a vos adresses mail, on reprendra contact avec vous. Payez, je vous laisse clore si c'est vous qui clôturez ce webinaire. Et là, grand moment de solitude puisque le micro de Peggy ne marche pas. Peut-être Isabelle, vous pouvez essayer, vous, avec le micro. Oui, enfin, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Très bien, très bien. Pareil, hein, effectivement, c'est remercier donc, tout le monde, les intervenants aussi, on a essayé de répondre un maximum aux questions qui étaient posées. Donc, je le répète, certains vous ont eu des réponses, mais il va y avoir donc une foire aux questions qui va être mise aussi donc, en ligne, donc le replay, comme tu viens de l'indiquer, Didier. Et surtout, voilà, que les gens n'hésitent pas à poser des questions. C'est en tout cas l'URSSAF, voilà, sur leur compte en ligne, qu'ils reviennent vers nous et qu'on est là pour les accompagner, pas d'inquiétude. Voilà. On fera face à toutes les situations et je suis certaine que ça va bien se passer néanmoins. Il n'y a pas de raison. Et c'est aussi une question, tout changement mérite de s'approprier les outils et ça devrait bien se passer au fur et à mesure. On peut organiser aussi des réunions avec certaines personnes qui ont beaucoup de paix à faire. Donc on est disponible et n'hésitez pas à nous contacter en tous les cas. Merci à tous, très bonne journée. N'hésitez pas à télécharger les éléments, n'hésitez pas à intervenir avec les conditions d'accès sur les différents sites des partenaires. Il y a des formulaires, les formulaires ne sont pas faits pour filtrer les entrées, mais juste pour vous demander des éléments qui nous sont nécessaires au suivi. Et s'il s'avère qu'il y a besoin de redéployer un webinaire ou de redéployer un autre outil un peu plus générique, nous n'hésiterons pas à le faire, nous sommes à votre disposition pour mener à bien ce changement. Très belle journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous.